Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Ça y est, des élections municipales partielles seront organisées le 15 août prochain dans les 5 communes du Togo. Le scrutin y avait été invalidé en raison d'irrégularités constatées par la Cour suprême. La tenue de ce scrutin permettra au Togo de maintenir le cap de la démocratie à la base amorcé le 30 juin dernier. Fin des travaux de la tranche commune Entente 2019, les directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente se sont séparés au terme d'une rencontre d'une semaine dont l'objectif était de faire de ces sociétés des outils de développement intégrés. Rendez-vous est donc pris pour 2020 pour la 26e édition au Niger. La Tunisie en deuil enterre son président. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple assurera l'intérim avec pour obligation d'organiser des élections dans un délai de 45 à 90 jours. Le Premier ministre a rencontré mardi dernier les différents acteurs de la santé. Il s'agissait pour M. Klassou d'exprimer la disponibilité et la volonté du gouvernement à trouver, des solutions aux maux qui minent le secteur de la santé au Togo. Nous ferons le point de cette rencontre, des démarches préalables et des attentes des professionnels de la santé avec M. Soulima Niwa. Il est le secrétaire adjoint au Saint-Fort. Et puis, à suivre dans ce magazine pluriel, d'autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Une délégation du Fonds d'investissement Karabazé au Luxembourg a conféré hier avec le chef du gouvernement Komisilom Klassou. La délégation conduite par le président d'administration Armand Guy Zougré Sokambi a évoqué avec le Premier ministre les questions liées à l'agrobusiness, aux infrastructures et aux énergies renouvelables. Armand Guy Zougré Sokambi au micro de Émile Baribegno. Nous étions au forum au mois de juin, nous avons échangé avec le Premier ministre. Notre fonds d'investissement cible le domaine agrobusiness et également l'infrastructure et énergie renouvelable. Nous avons eu à passer quelques 4 jours au Togo et nous avons fait l'intérieur des terres pour voir dans les régions les produits au niveau agricole pour les transformations. Nous avons pensé pour ce qui est de la filière agricole, aussi bien sûr les chaînes de valeur au niveau produits que de services. Pensons sur les évaluations que nous avons eu à faire avec le directeur général de MITFA, de l'ordre de 5 milliards pour démarrer. Fin hier à Lomé de la réunion des directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du 25e tirage de la tranche commune Entente 2019 entend faire de ces sociétés des outils de développement intégrés. C'est le directeur général de la loterie nationale togolaise qui a procédé à la clôture de ce rendez-vous en présence de ses collègues du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Le communiqué final des travaux de Lomé a été présenté par Madame Absou Ali, directrice générale de la Loterie nationale du Niger. Au cours de leurs travaux, les directeurs généraux ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 25e édition du tirage de la tranche commune Entente. Procédé à l'inauguration d'une infrastructure sanitaire, un centre médico-social CMS dans le village d'Avedze, préfecture de Zio, dont la construction a été entièrement financée par les 5 loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Désigner le Niger à travers la loterie nationale pour abriter la 26e édition du tirage de la tranche commune Entente en 2020. Pris acte du concours entrepreneuriat organisé par le Conseil de l'Entente et saluer cette initiative.
La réunion des directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente s'est donc achevée hier par le tirage de la tranche commune Entente 2019. C'est le Burkinabé Gagré Koudiougou qui a enlevé le plus gros lot de ce tirage. La somme de 10 millions de francs CFA sera donc empochée par le pays des hommes intègres devant le Togo qui s'accapare le deuxième gros lot de 5 millions de francs CFA. Fier de ce gain, M. Gagré invite tout ressortissant des 5 pays du Conseil de l'Entente à toujours miser chaque fois que l'opportunité s'offre. Franchement, je suis très content, très fier. Je vois vraiment que la loterie nationale a contribué au développement socio-économique des pays du Conseil de l'Entente. En ce qui concerne les 10 millions que je viens de décrocher, je peux dire que c'est une chance. Mais comme moi, je voulais inviter les autres membres du Conseil de l'Entente à jouer, mais à jouer responsable, parce qu'on ne court pas derrière la chance. Des fortunes diverses sont allées à chacun des 5 pays. Auparavant, 3 projets ont retenu l'attention du Conseil. Chacun des promoteurs a bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Mademoiselle Kwelu Pinawe a réussi à monter son projet de production de jus d'anacarde. Tout est parti d'un constat. L'anacarde, depuis longtemps, a toujours été cultivée pour ses noix. Mais nous avons toujours ignoré ce joyau-là qui est le fruit, la pomme d'anacarde, avec ses valeurs nutritionnelles. C'est dans ce sens-là que nous avons remarqué que c'est une opportunité non exploitée que nous avons voulu mettre en valeur. Rendez-vous est donc pris en 2020 au Niger pour la 26e édition. La politique nationale de l'équité et égalité genre au Togo a été validée hier à Lomé. C'était au cours d'un atelier financé par la Banque africaine de développement. La rencontre a d'abord procédé à l'évaluation du plan d'action 2009-2013 de cette politique nationale avant d'analyser la question de genre. Achira Aïssa Assi, consultante, elle revient sur le contenu du document. Alors, élaborer une stratégie définitive avec un plan d'action quinquennal, avec des actes assez spécifiques. Actuellement, nous avons identifié 4 axes. D'abord, la valorisation de la femme. Deuxièmement, la femme dans les instances politiques. Et troisièmement, la mise en œuvre de toutes les conventions relatives à la femme. Quant à Madame la ministre en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Tchabinandi Koulani Ntiare, elle relève l'importance du dit document validé donc hier. Cette initiative est apparue nécessaire pour doter notre pays de nouvelles orientations en matière de genre et de promotion de la femme, en cohérence d'une part avec les besoins spécifiques des groupes cibles et d'autre part avec les instruments de référence au plan international, continental et national. Du matériel de travail composé de séchoirs a été remis hier à Lomé aux unités de transformation agroalimentaire. Une initiative de GIZ qui, à travers son programme pour le développement rural et l'agriculture, va permettre de professionnaliser le séchage des fruits, notamment l'ananas bio et les légumes. Évalué à plus de 162 millions de francs CFA, ce matériel de travail va considérablement améliorer l'offre de services dans la transformation de produits à destination des marchés locaux, régionaux et internationaux. Apedo Kossi Dodi, coordonnateur du projet. Le joyau qui vient d'être réceptionné permet de doubler la capacité de travail pour ce qui concerne le séchage des fruits et également d'améliorer la qualité des produits qui vont sortir de ces unités. Le projet est cofinancé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et par l'Union européenne. Il concerne la coopérative nationale des acteurs de la filière ananas du Togo, l'association des producteurs, transformateurs et exportateurs de légumes et fruits et l'organisation des entrepreneurs de transformation de fruits, épices et légumes au Togo. Séance de travail hier à Lomé de l'Office togolais des recettes OTIR. Cette rencontre semestrielle a eu pour objectif de faire le bilan
du premier semestre et de l'année en cours et de jeter les bases du semestre prochain. Un bilan largement positif selon le commissaire général de l'Office, Philippe Kokou-Tchodier. Globalement, nous pouvons dire que nos résultats du premier semestre se présentent très satisfaisants. Quand on sait qu'on avait une échéance extrêmement importante avec le Fonds monétaire international et sur une prévision de 45% de nos réalisations, nous avons pu réaliser 48,8%, ce qui est largement au-dessus de ce que nous demandait l'État togolais et le Fonds monétaire international. Nous le disions en titre, des élections municipales partielles seront organisées le 15 août prochain dans 5 communes du Togo. Le scrutin y avait été invalidé en raison d'irrégularités constatées par la Cour suprême. Dans un point de presse hier, le président de la Commission nationale électorale indépendante CENI, Tchambakou Ayassor, a indiqué que la tenue de ce scrutin permettra à notre pays de maintenir le cap de la démocratie à la base amorcée depuis le 30 juin dernier. Yao Kamake. Vous l'avez dit, Étienne Nabédé, elles sont au total 5 communes concernées par ces élections partielles, AV2, Bassar 4, Otissuide 1, Wawa 1 et Zio 4. Si le vote n'a pas pu tenir dans les 3 premières pour cause de problèmes techniques, il a été par contre annulé dans les 2 dernières sur décision de la Cour suprême le 17 juillet dernier, ordonnant par la même occasion la reprise du scrutin. Et pour le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, le processus électoral se poursuit et permet la tenue effective du scrutin le 15 août prochain. Astreinte à l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême, notre institution, la CENI, s'est mise en rapport avec le gouvernement dans le respect de nos attributions respectives, notamment en ce qui concerne la reprise des actes réglementaires requis, prévus par le Code électoral. Il s'agit en l'espèce du décret fixant la date des élections partielles et convoquant le corps électoral et celui portant ouverture et clôture de la campagne électorale qui commence le 30 juillet 2019 à 0h pour prendre fin le 13 août 2019 à 23h59. La tenue de ces partiels permettra au Togo de maintenir le cap de l'ancrage de la démocratie locale amorcé le 30 juin 2019. Dans la dynamique des préparatifs de ces élections partielles, le collège des commissaires de la CENI est animé par la même détermination, celle de réussir sa mission à la satisfaction de tous. Ainsi, au nombre des diligences à accomplir figureront dans les prochains jours le recyclage des agents électoraux par les commissions électorales locales indépendantes des CELI, sous la supervision et l'appui des membres de la CENI, l'affichage des 24 listes en compétition par la Cour suprême, par la CENI à son siège et dans les CELI, le déploiement du matériel électoral y compris. La CENI exhorte l'ensemble des parties prenantes aux élections partielles prochaines, au civisme et au sens de responsabilité. Les travaux de la 16e session de la commission mixte paritaire Togo-Bénin sur la délimitation de la frontière ont pris fin hier à Lomé. La réunion s'est achevée sur un engagement des 2 pays à réaffirmer leurs frontières communes et à sensibiliser les bornes. Aruna Mola. Les 2 parties ont validé le rapport des travaux de réaffirmation de la frontière de l'équipe technique mise en place lors de la 15e session à Bassila au Bénin. Les 2 parties ont convenu d'une feuille de route en 3 axes, notamment la coopération en matière de sécurité, l'offre des services sociaux de base aux populations et les activités à réaliser en vue du renforcement de la cohésion socio-culturelle. Douti Larja, secrétaire permanent de la Commission nationale de délimitation des frontières. Nous avons décidé, le Togo et le Bénin, de réaffirmer notre frontière commune. Ça suppose quoi? Qu'il faut rechercher les bornes, les valider et autoriser que les techniciens puissent procéder à la construction de bornes à la dimension internationale. Ça fait 1 tonne par borne. Donc, et après, si nécessaire, s'il y a les moyens, on va procéder à la densification, ce qui suppose qu'il faut augmenter le nombre de bornes afin de rendre plus visible la ligne frontière. Des recommandations ont été formulées
par les deux parties, notamment la signature et la mise en œuvre de l'accord cadre sur la coopération transfrontalière et le mémorandum d'entente relatif à la coopération entre les services de sécurité, de renseignement et de protection civile entre les deux pays. Pour Bakary Sanou, responsable programme frontière de l'Union africaine de la coopération allemande, GIZ, un grand pas a été franchi depuis le lancement des travaux en 2017. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, nous avons franchi en tout cas un grand pas. Les lignes frontières entre quelques secteurs dont vous venez de signer tout à l'heure ont été clairement définies et beaucoup d'actions de coopération transfrontalière ont été réalisées, notamment l'approvisionnement en eau potable. Des femmes ont bénéficié des activités génératrices de revenus. Tout ça permet effectivement donc d'améliorer les conditions de vie et en même temps renfermer les relations fraternelles entre les populations de part et d'autre de votre frontière commune. Au nom du Togo et du Bénin, le ministre béninois en charge de la sécurité, Saka Lafia, s'est félicité des accords trouvés en vue d'une frontière d'intégration et de développement. On a marqué par ces travaux la frontière qui unit le Bénin et le Togo. Loin d'être une ligne de démarcation, c'est pour nous un trait d'union pour renforcer la fraternité qui unit ces deux peuples. Au contraire d'autres pays où la frontière est l'objet de conflits et de batailles entre populations, je souhaite que chez nous, au Togo et au Bénin, que la frontière soit un facteur de développement. Les ambassadrices de la paix en partenariat avec l'association Afrique Aide ont initié ce matin une opération de salubrité publique à Lomé. L'initiative vise à faire du Togo une destination sûre et saine sur le plan environnemental. Aruna Mola. Munis de balais, roues, coupe-coupe et râteaux et avec des brouettes et tricycles, les membres de ce regroupement ont mis au propre les abords et caniveaux du grand contournement au niveau de Kégué, Kélégougougan et leurs environs. Cette opération ville propre répond aux vœux du gouvernement qu'il a institué le premier samedi de chaque mois. Madame Yakoubou Fatoumatou, ambassadrice de la paix, nouvellement élue conseillère municipale. Ça, ce n'est plus le travail du gouvernement. Au moins, il faut la propriété civique. Tu t'es habillé et ta porte est sale, sache que toi-même tu es sale. Il faut que dans tout Lomé et dans tout notre Togo, que tout le monde n'a qu'à sortir, faire comme nous, pour que le Togo puisse être dans sa propriété. Tout le monde n'a qu'à s'organiser pour sortir, même si c'est dans votre quartier. Faire la propriété de la maison, c'est très nécessaire pour nous-mêmes. C'est pour notre vie et pour notre santé. Ceux qui sont sortis disent comprendre l'importance de la salubrité de nos habitations. Ali Kokou de Kélégougougan. Bon, pour éviter l'inondation premièrement, quand l'eau s'entasse dans le caniveau, il y a l'inondation, il y a les moustiques, il y a le paludisme aussi qui nous guette. La Tunisie a rendu hommage national à son premier président élu démocratiquement au suffrage universel. Béji Kayed Essebsi a été enterré ce matin en présence de plusieurs chefs d'État et d'une foule nombreuse de Tunisiens. Angèle Outondi. La dépouille du président décédé jeudi à l'âge de 92 ans a rejoint hier le palais présidentiel de Carthage qu'il occupait depuis 2014 en présence de centaines de Tunisiens venus se recueillir à sa sortie de l'hôpital militaire. La Tunisie a décrété 7 jours de deuil en hommage à son président et des matchs de foot ainsi que des événements culturels ont été annulés. Depuis l'annonce du décès, les hommages internationaux ont afflué pour saluer le rôle crucial du président dans la marche vers la démocratie dans le berceau du printemps arabe. Des pays voisins comme l'Algérie, l'Égypte, la Libye, la Jordanie ou la Mauritanie ont décrété 3 jours de deuil. Le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, 85 ans, qui a prêté serment quelques heures après le décès de Béji Kayed Essebsi, est chargé d'assurer la présidence par intérim pour 90 jours maximum, soit jusqu'à fin octobre. L'instance supérieure indépendante chargée d'organiser des élections a annoncé jeudi une élection présidentielle anticipable dès le 15 septembre au lieu du 17 novembre initialement prévu, ce qui bouleverse le calendrier électoral. Des législatives sont prévues le 6 octobre.
Une semaine après la mort de Mahmoudou Bari, l'émotion est toujours vive en Guinée. Ce jeune Guinéen de 31 ans, docteur et enseignant à l'université de Rouen, a été mortellement agressé le 19 juillet dernier à un arrêt de bus à Canteleu, une commune dans le nord de la France. À Conakry même, des associations ont décidé de se mobiliser en organisant un rassemblement devant l'ambassade de France. En RD Congo, le Front commun pour le Congo, la plateforme pro-Kabila et la coalition CAP pour le changement de Félix Tshisekedi ont annoncé hier un accord pour la formation d'un gouvernement. Une annonce qui intervient 6 mois après l'investiture du nouveau président. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont vraisemblablement joué un rôle important dans l'aboutissement de ces négociations pour qu'enfin un gouvernement de coalition soit mis en place incessamment. Deuxième partie de ce journal invité, M. Soulima Niwa, il est le secrétaire adjoint du Saint-Faute. Le secteur de la santé a été secoué il y a quelques années par des grèves et mouvements répétitifs. Afin de calmer les esprits et trouver des solutions pérennes, le gouvernement a, sous la houlette du Premier ministre, comme ici Lamklassou, mis en place un cadre de discussion qui rassemble des acteurs de l'administration, des syndicats de praticiens de la santé et ceux du gouvernement. Des initiatives entreprises ça et là et qui ont permis d'échanger sur plusieurs sujets concernant les conditions de vie et de travail des professionnels de santé. Toutefois, ces échanges ne satisfont pas le syndicat national de praticiens hospitaliers du Togo Saint-Faute qui juge lente la démarche du gouvernement. Le Premier ministre, Kwame Lamklassou, a rencontré mardi ces différents acteurs pour exprimer la disponibilité et la volonté du gouvernement à trouver des solutions aux maux qui minent le secteur de la santé au Togo. Nous faisons le point de cette rencontre, des démarches préalables et des attentes des professionnels de la santé. Je le disais tantôt avec M. Soulima Niwa, secrétaire adjoint du Saint-Faute. Monsieur Soulima, bonjour. Bonjour. Vous avez été patient si on considère les démarches entreprises afin de calmer le secteur de la santé. Vous avez appelé dernièrement le gouvernement à enfin entamer des discussions pour résoudre les problèmes qui minent le dit secteur. En attendant de revenir sur le vif du sujet, je vous propose d'écouter le Premier ministre comme M. Lamklassou à l'issue de la rencontre avec les différents acteurs en début de semaine. Au regard des préoccupations et revendications du personnel de la santé, en ce qui concerne le statut particulier du cadre du personnel médical, paramédical et technique de la santé, je voudrais vous rassurer que le gouvernement, dans une démarche participative, s'inspirera de ce document pour élaborer et adopter des règles répondant aux réalités et contraintes du secteur de la santé. Pour ce qui concerne la bonification d'ancienneté, le gouvernement a accédé favorablement à votre doléance en décidant d'accorder une bonification d'ancienneté aux contractuels des formations sanitaires publiques une fois admis aux différents concours d'entrée à la fonction publique. D'ailleurs, nous avons donné des instructions au ministre de la fonction publique et de l'économie et des finances afin qu'ils traitent avec célérité tous les dossiers qui leur ont été soumis dans la même dynamique. Le gouvernement poursuivra les efforts en accordant un quota aux contractuels lors des concours de recrutement dans la fonction publique. Je voudrais annoncer que les résultats du dernier concours de recrutement seront proclamés dans les brefs délais. En outre, le gouvernement étudie la possibilité d'un autre concours de recrutement en faveur du secteur de la santé. Alors, Monsieur Soulima Niwa, vous êtes donc secrétaire adjoint au Saint-Faute. Nous avons suivi ensemble, vous et moi et les auditeurs de Radio Lomé, les propos du Premier ministre. Quelles peuvent être vos réactions? Oui, nous disons d'abord
Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Lomé. Et nous vous disons également merci pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous exprimer sur la situation. Par rapport à la rencontre du 23, nous disons mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais parce que l'attente a été longue et que le Premier ministre a fini par nous rencontrer pour nous dire de ce qu'il pensait du rapport que nous avons transmis après un travail au sein du groupe du travail du secteur de la santé. Et donc, mieux vaut tard que jamais, et nous espérons que les promesses vont être tenues. Quoique nous restons encore dubitatifs parce qu'il manque des précisions. Oui, vous dites mieux vaut tard que jamais. Je crois que c'est deux règles. Bon, dites-nous brièvement, que réclamez-vous? Que réclame le Synfot? Oui, les revendications du Synfot, il faut le rappeler, remontent de 2008. Et depuis 2008, nous avons réclamé un statut particulier que nous n'avons pas encore obtenu jusqu'alors. Et la promesse d'alors était que nous devions attendre le nouveau statut général de la fonction publique. Ce nouveau statut général de la fonction publique a été voté en 2013 et toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de statut particulier. La première revendication, c'était le statut particulier qui retrace le cadre d'exercice en tenant compte de nos spécificités, de nos contraintes, pour que nous puissions être à l'aise, améliorer nos conditions de vie. Et la deuxième revendication, c'est les problèmes de ressources humaines. Tenez-vous bien, dans le secteur de la santé, c'est le seul secteur au niveau de l'administration qui regorge de plus de 50% de contractuels de différentes catégories de fortunes diverses. Quand je parle de fortunes diverses, les mêmes deux agents qui ont le même diplôme et travaillent dans le même centre, dans les mêmes conditions, ne perçoivent pas le salaire. Et pire, il y en a qui ne perçoivent pas le SMIG. Et encore, tous ces contractuels n'ont pas une sécurité sociale garantie. Et d'ailleurs, le travail qui a été fait a permis de dégager que si ces gens devaient être déclarés à la caisse de sécurité sociale pour espérer bénéficier d'une retraite à la fin de leur travail, il fallait reverser à la caisse plus de 4,7 milliards. Oui, et je ne vous coupe pas la parole, mais je me dis que la rencontre de mardi dernier avec le Premier ministre aboutira sans doute à quelque chose. Comme vous l'avez dit vous-même, mieux vaut tard que jamais. Et je vais tout de suite aborder la troisième question. Quelle a été la démarche que votre organisation a entreprise durant tout ce temps? La démarche que nous avons entreprise a été dictée par celle de la synergie des travailleurs du Togo qui, en avril 2015, a décrété une trêve sociale. Et pour nous, organisations syndicales, s'inscrivant dans une logique de dialogue social pour prévenir les crises sociales et instaurer un climat apaisé, nous avons entamé une tournée dans tous les centres du Togo pour s'enquérir des nouvelles réalités sur le terrain. Et à l'issue de cela, nous avons envoyé un courrier le 10 juillet 2017 au ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui est notre ministre du Social, pour qu'il puisse susciter ce cadre de dialogue. Mais malheureusement, on s'est retrouvé en décembre 2017 où ce cadre de dialogue n'était pas instauré, qui nous a obligés à aller au mouvement. Et ces mouvements, derrière ce mouvement, le chef du gouvernement a pris sur lui la responsabilité de mettre en place le 4 avril 2018 un groupe de travail qui avait pour charge de trouver des solutions au bout d'un mois. Oui, et quelle a été la réaction du gouvernement face à tout ce... Justement, oui. Face à tout ça, le gouvernement a dû mettre en place une commission, un groupe de travail pour réfléchir sur tous ces problèmes qui ont été et c'était le 4 avril. Et ce groupe de travail avait un délai d'1 mois pour pouvoir travailler. Mais lorsque la commission a commencé par travailler, le gouvernement s'est aperçu que le problème était plus profond que les problèmes que nous on soulevait, évidemment, parce que nous avions soulevé que les problèmes les plus urgents. Et il a demandé à ce que nous ne puissions pas occulter un sujet et que tout soit discuté. Oui, est-ce qu'il y a des conclusions auxquelles vous êtes parvenus et quel en est le contenu? Oui, des conclusions, oui. Il y a des conclusions qui ont été parvenues. Nous avons retrouvé sur le terrain près de 5200 agents contractuels
qui vivent dans une précarité et qui n'ont pas une sécurité sociale garantie. Et nous avons proposé des mesures pour pouvoir les intégrer dans la fonction publique pour que cette catégorie de travailleurs soit éteinte. Nous avons également proposé des mesures qui vont dans le cadre de l'élaboration de statuts particuliers du cadre permanent du personnel médical, paramédical et technique de la santé. Et là, nous nous sommes rendus compte que les règles de l'administration telles qu'elles sont aujourd'hui ne permettent pas de pouvoir l'appliquer réellement sur le secteur de la santé pour une meilleure productivité de l'agent de santé. Je vous donne un exemple très simple. Puisque la maladie n'attend pas, vous êtes tenu d'être au service à 7 heures et finir le travail à midi. Mais pendant que vous êtes en train de finir le travail à midi pour vous reposer, voilà 2 cas urgents qui arrivent et vous ne pouvez pas les prendre en compte. Qu'est-ce que vous faites? Donc, alors que les règles de l'administration demandent à midi arrêter le travail, à 17h30 arrêter le travail, et on nous met ces règles générales de la fonction publique qui ne sont pas adaptées. Donc il nous faut un statut, et donc nous avons estimé qu'il faut aller vers une fonction publique hospitalière, comme le fait notre métropole mère, la France. Oui, et que répondiez-vous à ceux qui pensent que vous n'êtes pas assez patient face à la bonne volonté du gouvernement? Oui, des gens disent que vous manquez un peu de patience. Souvenez-vous, nous avons commencé cette lutte pour l'obtention du statut particulier en 2008. Aujourd'hui, nous sommes à 11 ans, n'avons pas encore un statut particulier qui tient compte de nos réalités. Et donc, devant cela, vous allez estimer effectivement que nous ne pouvons pas être patients devant ce état de fait. Le groupe de travail a prévu produire un rapport au bout d'un an. Mais nous avons mis 10 mois, c'est après 10 mois que ce rapport a été transmis au gouvernement et c'était le 20 février, le jour-là même, le Premier ministre a dit qu'incessamment, il allait nous convoquer pour une table de discussion. Il a fallu que ces derniers temps aussi nous puissions remonter sur le créneau avec des déclarations, des pressions pour qu'on puisse nous convoquer le 23 janvier dernier. Et encore là, on nous dit que le concours va être proclamé dans un bref délai. Qu'est-ce qu'on met dans le bref délai? Bref délai, est-ce que c'est dans un jour, dans 2 semaines, dans un mois, dans un an? On ne le sait pas. Oui, mais dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où le gouvernement a lâché un peu de lest? Bon, nous disons que le gouvernement a fait un peu d'effort parce qu'il fut un moment, c'était difficile pour le gouvernement de nous appeler à pouvoir discuter. À partir du moment où ils ont accepté de discuter avec nous, mettre un cadre, et qu'on a accepté de prendre les conclusions du rapport, nous pensons qu'ils ont fait un grand effort. Ils ont fait un grand effort, il faut l'apprécier, mais c'est de pouvoir préserver ce climat de confiance à travers des garde-fous qui nous permettent à tous de suivre l'exécution des conclusions de ce rapport. Oui, je vais vous lire ce petit passage. Les agents de la santé sont aussi incriminés par la population de lui soutirer des sous contre des prestations de services dont certains ne bénéficient même pas. Mais que faites-vous pour mettre fin à ces pratiques, si on peut les taxer de mauvaises? D'abord, il faut comprendre ces pratiques. C'est vrai, des pratiques existent. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais tenez-vous, un comportement est derrière un comportement sous-tend des facteurs prédisposants. Ça veut dire que des individus sont véreux, mais il y a aussi des facteurs facilitants et des facteurs renforçants. Donc il faut prendre tous ces facteurs-là pour voir quel est le mal réellement. Ce n'est pas tous les agents qui le font la pratique, c'est certain, bien sûr. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont été mis? Tenez-vous bien. Et quelqu'un qui est malade qui arrive, si vous êtes sensible et que vous êtes sûr que l'administration n'a pas mis le matériel pour lequel, qui doit contribuer à diagnostiquer sa maladie et le sauver, et vous savez que ce matériel existe quelque part pour sauver la vie de cette personne, pour assister la personne en danger en ce moment, vous êtes obligé de l'orienter. Voilà. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une bonne pratique, mais ça participe à sauver. Maintenant, pour qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut équiper suffisamment nos centres pour que nous puissions être dans les conditions de pouvoir prendre efficacement en charge nos patients. Donc, ce ne sont pas des pratiques à encourager, mais il y a des facteurs facilitants, des facteurs renforçants sur lesquels il faut agir. Et sur ces facteurs, ce n'est pas notre organisation qui va
agir tout seul, mais c'est le gouvernement lui-même qui doit prendre ses responsabilités pour améliorer les conditions de travail. Pour que... Monsieur Souleymane Niwa, secrétaire adjoint du Synfote, notre émission va tirer bientôt à sa fin. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Un dernier mot, c'est d'encore donner notre cri d'alarme que le personnel de la santé attend. Beaucoup de gouvernements a attendu longtemps. Le mal est profond et nous sommes pressés de voir les solutions. Et nous voulons qu'ils puissent, bien sûr que nous reconnaissons les efforts qui ont été faits, des concours ont été lancés chaque année dans le secteur de la santé, mais le mal est tellement profond que nous souffrons encore sur le terrain pour pouvoir donner, parce qu'il y a manque de personnel, manque d'équipement. Voilà pourquoi nous sommes impatients de voir les résultats. Plus d'un an et demi pour ce rapport du groupe de travail, nous estimons que c'est trop. Il faut qu'on y aille vite. Et d'ailleurs, le concours passé, il était prévu dans le cadre de ce rapport qu'on recrute 1000 agents. Et le concours qui a été lancé pour 731. Il y a déjà un gap. Et ça, c'est déjà un élément qui peut nous faire douter de la confiance qui est instaurée. Oui, nous étions donc dans ce studio avec M. Souleymane Niwa, secrétaire adjoint du Synfote. Monsieur Djiwa, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de nous revoir. Les audiences de la Cour d'assises de Lomé se poursuivent. Comme l'année dernière, plusieurs affaires de pédophilie sont encore sur la table des juges. C'est le cas du sieur Seydou, âgé de 33 ans, et qui a été accusé de pédophilie sur la petite Essa Tolom, âgée de 7 ans. L'inculpé, au terme du verdict, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. C'était un dimanche de novembre 2014, aux environs de 19h, que le nommé Seydou, né en 1986, marié et père de 2 enfants, était dans sa chambre en train de regarder la télévision quand la petite Essotolom, âgée de 7 ans et dont les parents sont ses colocataires, y est entrée. Il a commencé à s'amuser avec elle lorsqu'à un moment donné, son pénis s'est mis en érection. Il s'est alors couché et a fait coucher celle-ci sur lui, en prenant soin de la déshabiller et d'enfoncer son sexe dans son appareil génital. Ce n'est que lorsque la petite Essotolom a été conduite à l'hôpital pour cause de maladie que les infirmiers ont décelé qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Interrogée, la fillette a dénoncé le nommé Seydou comme étant l'auteur des faits. Sur plainte des parents de la victime, ce dernier fut immédiatement interpellé pour viol sur mineur et déféré au parquet du tribunal de première instance de Lomé. Interrogé tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Entendu que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du Code de l'enfant, donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle, l'avocat, maître Gbingran à côté, se dit un peu déçu, mais reconnaît que c'est pour donner l'exemple que cette peine lui a été infligée. Nous sommes dans une société où le crime de pédophilie fait un peu ravage. Je pense que c'est pour sanctionner ça que la Cour a rendu cette décision. Mais toujours est-il que à la défense, nous sommes un peu déçus par rapport à la décision de la Cour. Notons qu'il ressort des renseignements recueillis sur la personnalité de l'inculpé, que celui-ci est très poli, travailleur, aimé de son entourage et se consacre à son travail dont il vit des revenus. Il n'aime pas la compagnie des femmes, ne fume pas et ne prend pas de l'alcool. Qui eût cru qu'une telle personne aurait pu commettre ce crime? Mesdames et messieurs, cet acte nous interpelle tous, surtout les parents, à garder un œil vigilant sur les enfants. Sport football, le stade de Kégué de Lomé abrite cet après-midi un grand match de gala entre les anciennes gloires africaines et celles du Togo. C'est dans le cadre de la 6e édition de la nuit du football africain et à Okamake.
Après Abidjan et Ouagadougou, la nuit du football africain est à Lomé et va se tenir ce soir à 20h à l'hôtel du 2 février. Et c'est en prélude à ce grand rendez-vous de récompense et de reconnaissance aux acteurs d'hier et d'aujourd'hui du football continental que se joue ce match cet après-midi entre les éperviers du Togo ayant pris part à la Coupe du Monde 2006 et d'autres stars africaines. Préalablement conditionné par l'achat d'un ticket de 1000 francs, 2000 francs ou 5000 francs, l'entrée au stade est rendue gratuite grâce à la générosité du président de la République Faure Essosimna Nyasingbe. Plusieurs légendes et acteurs du ballon rond vont être honorés à Lomé, à l'instar du Camerounais Roger Mila, les Ghanéens Samuel Koufour et Abedi Pelé, les Nigérians Wanko Kanou et Augustine Okocha, l'Égyptien Mohamed Aboutrika ou le Congolais, président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, sans oublier l'Ivoirien Didier Drogba. Revue de presse, les élections partielles des conseils municipaux du 15 août prochain, la sortie de l'OTR pour un éclaircissement sur la taxe d'habitation et les mésententes au sein de l'opposition sont entre autres sujets évoqués dans les différentes parutions de la semaine qui s'achèvent. Mais avant, débutons cette revue de presse avec les polémiques au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur après sa création. Gabriel Aïna. Tout à fait, le sujet fait polémique depuis quelques jours, voire quelques semaines. Nous avons reçu ici, même si vous vous rappelez, les responsables du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui nous ont expliqué de long en large ce qu'est vraiment le HCTE. C'est le même exercice auquel s'est prêté Ali Legrand, le confrère du bimensuel L'Audience. Il a réussi à se faire accorder une audience pour avoir d'amples informations sur le HCTE. Partant de là, il publie un dossier dans le numéro 41 du 22 juillet. Tout ce qu'il faut savoir sur le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, notamment les fondements de la mise en place de ce conseil, ce que le gouvernement attend de la diaspora, tout sur les chiffres et origines des transferts de fonds selon la Banque mondiale. L'audience nous informe que les 2/3 de la diaspora togolaise vivent en Afrique et par conséquent, les fonds de la diaspora viennent principalement du continent. Ça, je ne le savais pas, peut-être que vous aussi, vous ne le saviez pas. Plusieurs se disent que la diaspora est fortement représentée en Europe, en Amérique, disons au-delà du continent africain. Nous apprenons aujourd'hui que cela n'est pas vérifié. Alors, le journal L'Humanité sur le même sujet appelle les détracteurs du projet à saisir plutôt l'occasion pour en faire une plateforme de discussion afin d'acquérir le vote de la diaspora plutôt que de le critiquer. Le boycott n'a toujours pas été le bon choix dans une lutte politique, rappelle l'hebdomadaire. Je ne vous apprends rien, le boycott a divisé en décembre dernier l'opposition togolaise et qui, plus que Jean-Pierre Fabre pour en payer les pots cassés. Le président de l'ANC est traité de tous les noms par certains sympathisants d'autres partis de l'opposition sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. L'Humanité fait preuve d'humanisme et défend l'ancien chef de file de l'opposition que plusieurs condamnent parce qu'il a décidé de se désolidariser de la C14. Le journal nous informe qu'on ne crée pas un parti politique pour former d'union, mais pour conquérir le pouvoir, a-t-il rappelé. L'autre sujet de discorde depuis la semaine dernière est la taxe d'habitation de l'OTR. Les responsables de l'office ont cette semaine éclairé les populations sur cette taxe. Occasion pour Flambeau des démocrates de situer les lecteurs. Le confrère a publié un dossier où l'on découvre que la taxe d'habitation est collectée pour soutenir les actions de développement des collectivités locales selon le commissaire des impôts à l'OTR, Esso Havana Adoyi. Et puis, parlant justement des locales, chronique de la semaine revient sur le Conseil des ministres qui fixe au 15 août prochain les élections partielles des conseils municipaux. Dominique Alizio nous rappelle les communes concernées par ce scrutin. Il s'agit des communes Oti Sud 1, Bassar 4, AV2, Wawa 1 et Zio 4. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Mesdames et messieurs, magazine pluriel de ce samedi 27 juillet, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.